Aujourd'hui, nous recevons Agathe Langereau, avocate en droit pénal des affaires et fondatrice de Langereau Avocats, cabinet dédié à la défense des entreprises et de leurs dirigeants. Elle intervient régulièrement dans des dossiers d'abus de biens sociaux, un délit aussi fréquent que méconnu. Dans cet épisode, elle va nous aider à comprendre ces mécanismes, ces risques et les bons réflexes à adopter pour les prévenir. Bonjour Agathe. Bonjour Louis. Je suis très content de t'avoir. Tu es une de nos clientes, donc on est très heureux de te compter parmi nos clientes. Et tu es avocate en droit pénal des AF. Pourquoi j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui ? Pour deux raisons. Déjà, tu viens de te lancer et de ce qu'on a pu discuter, tu cartonnes déjà très très bien. Et donc pour ceux qui voudraient se lancer dans la même dynamique que toi, je suis sûr que tu as beaucoup de choses à leur apprendre. Et de deux, tu es extrêmement sympathique et tu vas traiter d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui sont les abus de biens sociaux en matière de pénal, sur ce que toi, réalises dans les faits. J'ai plein de questions à te poser sur tous ces petits sujets. La première chose que je vais te demander, elle est simple, c'est est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, merci de me recevoir sur ce podcast. Alors sur mon parcours, rapidement, j'ai commencé par une licence de droit classique, un master en de droit des affaires à Assas. Et après, j'avais envie de connaître mieux le monde de l'entreprise. Et donc, j'ai fait un programme grande école à l'EM Lyon, Business School, où en fait, j'ai fait tout le programme grande école et je me suis spécialisée en entrepreneuriat parce que c'était quelque chose qui, moi, m'intéressait déjà pas mal. J'ai eu l'occasion dans ce cadre-là d'aller bosser en cabinet d'avocat, mais pas sur l'aspect droit, mais sur comment on optimise un process en cabinet d'avocat. Et donc je trouvais que c'était super intéressant. Et dans le cadre de l'EM Lyon, j'ai aussi fait un mémoire sur l'impact des legal tech en droit des affaires. Ouais. Mais ça, c'était vraiment le tout début des legal tech. On était en 2016, quoi. Et ensuite, donc je suis rentrée à l'EFB. Pendant que j'étais à la fac, à partir de la L3, j'ai eu l'opportunité de bosser. Alors, c'est pas de l'alternance, mais un jour par semaine en cabinet d'avocat avec un avocat pénaliste que j'aime beaucoup et qui m'a un peu tout appris et qui m'a donné le goût du métier. T'as le droit de citer les noms, hein. Je sais pas si... C'est comme tu le sens. On ira voir sur LinkedIn en secret, alors. Oui, non, j'avoue, c'est pas. Ça. Bertrand Burman, qui est un avocat avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Et j'ai bossé, en fait, avec lui pendant ma 3e année de droit et mon Master 1. Donc, c'était assez fou parce que j'allais à la fac de droit, mais entre-temps, je prenais des appels de clients dans les couloirs de la fac. Donc, c'était très chouette et ça m'a vraiment donné le goût de la matière. Pénal, parce que lui faisait du pénal des affaires et du pénal droit commun. Et après, j'ai toujours un peu oscillé dans mon parcours entre le pénal et le droit des affaires, parce que avec le cursus que j'avais, la question se posait entre le pénal. J'arrivais pas à déterminer, parce que je trouvais que le pénal commun, c'était un peu trop prenant. Enfin, on pouvait avoir notamment des journées où on avait 3 rendez-vous clients, dont 2 qui avaient perdu des personnes dans des procédures, qui avaient été tuées ou des choses comme ça. Et donc c'était vraiment, je trouvais émotionnellement hyper dur. Et le droit des affaires qui était où il y a pas cet aspect, il y a moins cet aspect humain. Et donc je me suis toujours un peu posé la question. Donc mon stage final d'école d'avocat, je l'ai fait en contentieux commercial chez Hallel & Novry, parce que j'étais jamais allée dans un cabinet anglo-saxon, pour voir un peu comment ça fonctionne, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était super intéressant en termes de rigueur, de méthode de travail, mais j'ai été un peu frustrée parce que souvent, les élèves avocats, on leur fait pas on leur fait pas rédiger les conclusions et tout, alors que moi, j'avais déjà l'habitude de rédiger des conclusions. T'avais l'impression de régresser dans ce que tu devais faire. J'avais un peu l'impression de régresser, mais bon, ça m'a appris plein d'autres choses, mais c'est vrai que on me confiait pas un dossier en me disant vas-y, conclue dans le dossier. Donc ça, j'avoue que moi, c'était un peu frustrant pour moi, quoi. À la suite de ça, à l'école d'avocat, pendant les cours, je m'embêtais un peu. Du coup, j'ai proposé à Bertrand de retravailler avec lui. Et donc, j'ai bossé avec lui sur un dossier d'assises où, en attendant que je trouve une collab, on allait préparer le client ensemble. On a préparé tout le dossier ensemble et j'ai fait la semaine d'assises avec lui
C'était un dossier de tentative, d'assassinat, où ils étaient 4 prévenus. Et incroyable, notre client a été relaxé à l'issue de la semaine de procès. Donc c'était vraiment super intéressant. Et à la suite de ça, j'ai commencé en collaboration chez Lombard Baratelli, où là, j'étais à nouveau, j'étais entre le pénal des AF et contentieux commercial et civil. J'avais les principaux dossiers sur lesquels j'ai bossé. Je m'occupais de tout le contentieux pénal pour une très grosse société de location de voitures, qui était régulièrement victime, donc partie civile dans des procédures pénales. Typiquement, quand il y a un véhicule qui est loué mais non restitué, c'est de l'abus de confiance. Quand tu as un véhicule qui est garé dans la rue, qui est volé, c'est du vol, etc. Et donc ils ont un certain nombre de problématiques comme ça. Et j'avais aussi un aspect droit routier, qui est un peu technique et pas forcément passionnant, mais qui faisait que, en fait, avec cette catégorie de dossiers, du coup, j'avais la chance d'aller plaider quasiment toutes les semaines devant les juridictions. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et en parallèle de ça, j'avais d'autres dossiers plus gros. Je pense les dossiers les plus sympas que j'ai faits, c'était une perquisition dans une entreprise du CAC 40 pour des faits de corruption à l'international. Donc là, c'était passionnant, quoi, parce qu'il fallait découvrir tout le dossier, tout analyser, étudier toute la donnée qui avait été saisie en partenariat avec un expert forensique. Ouais. Et peut-être un autre dossier que j'ai trouvé très sympa, c'était très intéressant, c'était un dirigeant social d'une filiale dont la holding était française. Il y a des investisseurs américains qui arrivent dans la holding française. Et donc, la holding a un peu peur pour sa filiale parce que le dirigeant qui avait monté la filiale faisait vraiment du business à l'ancienne, avec des liens politiques très forts et probablement de la corruption, etc. Et donc là, tout l'objectif, ça a été de trouver un moyen sans faire de vagues, aucune, de convaincre ce dirigeant social de partir à la retraite. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a récupéré sa boîte mail. On l'a travaillé main dans la main avec un forensique pour analyser toute la boîte mail. Qu'est-ce que c'est un forensique ? C'est un expert en recherche, qui va aller analyser en fait des quantités de données impressionnantes. Donc, par exemple, toute une boîte mail. On lui avait remis la boîte mail. Nous, on lui disait tous les liens qu'on avait identifiés, les pistes d'investigation qu'il pouvait y avoir. Et donc, il nous disait, et au fur et à mesure, on se faisait des points. Il nous disait, là, j'ai trouvé ça. Est-ce que je creuse dans cette direction ? Un espion, et à la fin de ça, c'est pas un espion, tu vois, c'est de l'analyse de données. Mais, et à la fin de ça, il nous avait fait un rapport de, je crois, 700 pages. Et où il nous disait qu'il y avait plein de choses qui étaient incohérentes et tout. Et moi, comme je lui ai expliqué, certes, il y a des choses qui laissent penser mais on a quand même besoin... moi, j'ai besoin de concret. Moi, j'ai besoin d'une facture avec un nom de politique payé par l'entreprise, qui consente qu'il y a des choses qui ne sont pas OK, mais ça ne fera pas avancer ma négo. Et en l'occurrence, on a trouvé ce qu'il fallait dans le dossier. Et donc, trop bien. La négociation a pu avoir lieu. Trop intéressant. Voilà. Et à la suite de ça, j'ai fait 2 ans de collaboration dans un cabinet qui s'appelle Les Reims. Et je me suis retrouvée une fois avec un dirigeant qui vient me voir d'une boîte qui venait de monter, qui vient me voir en me disant que il a le gérant, le directeur qu'il a mis à sa place dans la société a commis des abus de biens sociaux. Et en fait, quand il me parle de sa boîte, comme un entrepreneur, je me dis, mais en fait, je suis pas du bon côté. Moi, j'ai pas envie d'être collab. J'ai envie de monter mon câble et de faire... c'est en étant en face des dirigeants que tu t'es dit, en fait... Je me suis dit, en fait, moi, alors qu'ils n'arrivent pas pour des bonnes nouvelles, en plus. Après, j'avais envie de monter mon câble depuis un petit bout de temps, mais bon, pour des raisons personnelles, je m'étais dit que c'était pas forcément le bon moment. Et c'est vrai, quand je me suis retrouvée face à cet entrepreneur, je me suis dit, bon, ok, en fait, je crois que je suis pas vraiment du bon côté. Moi aussi, j'ai envie de monter... ma structure. Trop bien. On le sent un peu dans ton parcours. C'est-à-dire que tu fais une école de commerce. À l'époque, c'était pas un PGE avant de devenir avocat, c'était pas non plus. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'y met, mais globalement, c'était pas le cas de tout le monde. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais un peu ce volet, tu savais pas si tu voulais pas entreprendre, créer un truc ou devenir avocat ou... Ouais, j'ai toujours un peu eu ce truc. Et quand je suis sortie du programme entrepreneuriat, j'avais très envie de monter un truc, mais je me suis dit, bon, non, j'avais quand même envie d'être avocate, donc
En fait, dans le cadre du programme de l'EM Lyon, le premier semestre, on te fait bosser. On te met avec un groupe de 4 personnes random et tu dois faire un projet entrepreneurial en un semestre que tu es capable de présenter à la fin. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu... j'ai toujours eu ce truc de créer et de processer, de réfléchir à comment on faisait pour optimiser, pour travailler au mieux, pour servir les clients, etc. Et tu avais fait quoi comme projet ? On avait fait un truc on s'était rendu compte que les études, c'est un truc très étudiant. On s'était rendu compte que les étudiants étrangers avaient des problèmes de cautionnement pour leurs appartements. Ouais. Et donc l'idée c'était de monter une start-up, mais maintenant ça existe. À l'époque ça n'existait pas. Une start-up qui vendait en fait du cautionnement pour qu'ils puissent louer des apparts. Ok. Je suis étudiant, je pouvais aller demander à être en gros protégé par cette boîte contre un abonnement ou je sais quoi. Ouais. Trop bien. C'est smart en vrai. Et du coup, c'était assez sympa. Et c'est là où, pendant les études de droit, tu bosses tout seul, t'as tes potes, mais tu bosses pas en groupe, alors qu'en école de commerce, tu fais tout le temps des trucs en groupe. Ok, trop bien. Tu le préconises, tu recommandes aujourd'hui à des étudiants de dire si vous avez ce petit volet un peu entrepreneur dans l'âme, d'aller faire une école de commerce ou Ouais, moi je trouve que c'est super intéressant. Ça t'ouvre en termes d'apprentissage pur. Si t'apprends quand même quelques trucs sur des bases de finance, etc. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'ouverture d'esprit que ça t'apporte, et moi par exemple là, pour mon programme de spécialité entrepreneuriat, c'était 3 mois. Mais c'était 3 mois où je n'ai fait que rencontrer des entrepreneurs, où on passait des week-ends à s'entraîner, à monter des boîtes. C'était vraiment... c'est trop bien. C'était trop bien. C'était passionnant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent, mais c'est vrai que les écoles de commerce font un peu taper dessus par tous ceux qui font que une prépa puis une école de commerce. Mais c'est vrai que moi, je fais comme toi. J'ai pas fait comme toi. J'ai une licence de droit et après, je suis allé en école. Et c'est vrai que du coup, d'avoir vécu les deux, tu te rends compte que chacun a un peu sa valeur. Et en fait, les études de droit, il y a un côté effectivement très perso. Et d'ailleurs, tu as moins cette solidarité entre les étudiants, etc. Donc c'est vrai que tu vis ces deux aventures qui n'ont rien à voir. Ouais. Donc en fait, d'avoir vécu les deux, souvent on se dit, en fait, nous on est chanceux, quoi, entre guillemets, on a vécu les deux trucs. Et puis je trouve que le droit, ça te met vachement dans des... ça t'inculque une manière de penser, tu sors pas des rails... alors que l'école de commerce, c'est beaucoup plus libre pour ça. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, d'ailleurs, l'accueil est différent. T'arrives en études de droit, ils te disent, les 2 mecs à côté de toi, ils vont sauter, donc ne sois pas pote avec eux et concentre-toi sur tes études. En école de commerce, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux. Et c'est bon. Il y a peut-être un bon entre-deux à trouver. Je pense qu'il y a un bon entre-deux à trouver, parce qu'après, quand tu arrives sur le monde du travail, tu te rends compte que t'es pas le meilleur et t'es pas le plus beau, mais c'est pas grave. Mais bon, l'idée elle est intéressante, de suivre ce type de cursus. Trop bien. Aujourd'hui, du coup, là, tu as lancé ton cab. Comment ça se passe ? Est-ce que tu es contente ? Je suis super contente. Ça se passe très bien. J'ai des dossiers passionnants. Et j'ai la chance d'avoir des dossiers à l'international. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien bosser avec des confrères locaux. En l'occurrence, là, j'ai un dossier où c'est une procédure pénale dans un pays européen. Et donc, il fallait trouver un confrère local et bosser main dans la main avec le confrère local. Parce que moi, la procédure locale... j'y connais rien, elle a un mode de fonctionnement qui est assez différent du droit pénal français. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est vraiment génial. Après c'est sûr qu'en termes d'orga, je suis très libre, mais il y a pas mal de temps qui va être pas du temps entre guillemets productif, ce qu'on appellerait du temps facturable en cabinet, qui est pas mal de com, de réseau... de rencontrer plein de gens, mais je trouve que c'est ce qui est super enrichissant. Justement, tu parlais justement que tu étais très processé, tu aimais bien le fait de mettre en place des méthodes, des process pour accélérer la prod, etc. Est-ce que tu as mis en place des choses au sein de ton cab où c'est encore, entre guillemets, chaotique parce que c'est l'entrepreneuriat ou non, tu es déjà très organisé? Comment tu t'organises? Alors, je ne suis pas déjà très organisée, mais typiquement... le logiciel de facturation, des trucs qui me font gagner du temps, j'ai pas trop hésité, j'ai pris direct un logiciel. T'as pris quoi? J'ai pris quoi? Ouais. J'ai pris Z-Lawyer. Ok. T'es satisfait? Ouais, très satisfaite. En fait, c'est ce que je l'avais déjà utilisé dans un cas précédent et ça me fait gagner un temps. J'ai fait les quelques premiers mois, je l'ai fait sans et c'était un enfer. Alors que là, ça va beaucoup plus vite.
c'est hyper fluide. Trop bien. Donc ça, j'ai fait direct. Et là, j'essaie de voir un peu des solutions d'IA. Je suis allée au Transfo du droit. Ouais, on s'est croisés. On Je s'est vais pas croisés plus au parler Transfo de du- téléphone. Et donc là, j'ai testé, je suis en train un peu de tester des outils pour voir. Parce que déjà, j'ai un gros problème de traduction des docs. Parce que les dossiers à l'international, c'est de la procédure pénale à l'international. Donc il y a des volets de. C'est comme la procédure pénale française. Il y a des aspects où c'est que du papier. Et donc, c'est des photos que le confrère m'envoie. Donc, c'est un peu l'enfer, quoi. Et c'est pas l'anglais. Donc, j'ai vraiment besoin d'une traduction et d'une traduction poussée. J'ai même dit aux clients que je pense que pour les principales pièces, il faudrait qu'on prenne un traducteur assermenté parce qu'on peut pas se permettre d'avoir une approximation dans la traduction qu'on a. Et ça, les outils d'IA, entre guillemets, généralistes, sont pas bons? Bah, là, pour l'instant, moi, je fonctionne pas mal avec DeepL Pro. Ouais. Et c'est bien. C'est mieux que ce que mes confrères locaux m'envoient comme traduction. Ok. Mais c'est toujours pas le top, quoi. Et après, il y a tellement de... Enfin, il y a quand même des subtilités à voir. Bien sûr. Notamment quand il va falloir vraiment se défendre. Qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir des approximations ou des sens qu'on n'aurait pas saisi dans la langue locale. Ok, trop bien. Mais j'ai peut-être des trucs, mais je peux pas en parler parce qu'ils me payent pas. Mais ouais, j'ai des trucs, je pense, qui peuvent t'intéresser. Et vous m'enverrez un petit message si ça vous intéresse aussi. Mais si je fais de la pub gratuite, qu'est-ce que je vends à la fin? Ok, trop bien. Là, tu t'es lancé, c'est hyper récent en plus, là, ça fait 6 mois. Donc, et qu'est-ce que tu conseillerais, avant qu'on rentre un peu dans ce que tu fais, dans le concret, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en termes de prépa, à quelqu'un qui se lance? Tu as fait, toi, des belles années de collaboration, tu t'es lancé après avoir un sacré bagage, peut-être un peu de trésor. Quels sont un peu tes 3-4 conseils pour celui qui voudrait lancer son cap? Je pense que moi, je dirais moi, le truc qui me stressait le plus, c'était la trésor. Ouais. Parce que j'ai une famille derrière, donc il faut avoir de la trésor, sinon pas le c'est choix. pas possible. Et donc c'était un peu le truc qui me rebutait au départ pour monter mon cab. Et donc j'ai mis, moi j'ai vu large, j'ai mis 1 an de trésor de côté en me disant ok, si je fais 0 pendant 1 an, ça tient. Bon, si je fais effectivement 0 pendant 1 an, à la fin j'irai faire autre chose, quoi. Mais bon, et puis c'est pas du tout le cas et j'ai même pas eu besoin de toucher ma trésor pour l'instant. Trop bien. Je touche du bois, mais je te paye. Ouais, je me paye autant que quand j'étais en collab et j'ai pas eu besoin de sortir ma trésor. Donc, c'est une belle réussite quand même. C'est quand même trop bien. Et l'autre truc, c'est vraiment de faire du réseau, quoi, d'aller rencontrer les confrères. Moi, c'est pas mal les confrères. Donc, et je pense que c'est le cas pour... moi, je suis allée rencontrer vraiment beaucoup de confrères et même ne pas hésiter à prendre contact avec des confrères qu'on connaît pas. Mais où, je sais pas, on aime bien la com LinkedIn, on l'entend dans un podcast, on trouve qu'il est sympa. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Tu as rencontré tous les gens du cheat code? Non, j'ai pas rencontré tous les gens du cheat code, mais j'en ai rencontré. Il y en a un qui est passé sur le cheat code, mais il y a un bout de temps, François. Et à qui j'avais trouvé que c'était super intéressant parce que lui, pour le coup, il est encore hyper processé. C'est le roi du process. Et du coup, je lui avais envoyé un mail et j'étais allée boire un café avec lui. Et en fait, d'expérience, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non. Enfin, tout le monde est OK pour aller boire un café, discuter. Tu t'es dit, je vais rencontrer des gens qui viennent de se lancer, qui sont, je sais pas moi, qui ont 1 an d'avance par rapport à ce que tu allais lancer, pour te dire, OK, justement, aller récupérer du conseil, etc. Ouais, mais en fait, j'avais des potes qui s'étaient lancés, donc je suis plus allée auprès d'eux. Moi, j'avais plus envie d'avoir un peu des retours d'expérience long terme. Sur les bonnes ou les mauvaises pratiques. Les erreurs à pas faire. Genre, pas claquer toute sa trésor parce que ça tourne bien là, mais c'est parce que si ça se trouve dans 6 mois, il y aura un... Après, tu as investi parce que tu as investi dans des outils, le site internet chez nous. T'as pas eu peur non plus de dépenser un petit peu pour le lancement? C'est parce que j'avais fait le chiffre qui permettait aussi d'investir et je trouve que moi je me suis dit qu'il fallait continuer à investir pour se développer. Donc il y a une partie de la trésor qui a cette destination-là. Au départ, quand je me suis lancée, j'avais pas assez de trésor pour faire un site internet. Typiquement, je me suis dit que j'allais le faire toute seule. J'ai vu que ça prenait vachement de temps et que clairement je ne savais pas du tout faire. Et donc après, quand j'ai eu un peu de trésor, je me suis dit bon, ok, là l'étape c'est le site internet. Et là maintenant j'ai encore un peu de trésor, donc je me dis ok, je vais voir les outils d'intelligence artificielle pour voir s'il y en a qui je vais tester 1 mois par-ci, 1 mois par-là pour voir s'il y a des trucs qui me font vraiment gagner du temps. Parce que sur les gros dossiers, il commence à y avoir quand même
une masse d'informations importante. Et donc, pour être sûr de recouper tout l'info, je pense que l'intelligence artificielle... Doctrine, j'en parle, c'est pas grave. Doctrine a un outil qui permet de mettre plein de docs. Il y a des autres outils où, effectivement, ils scannent des vieux documents mal foutus. Donc, c'est vrai que faut aller piocher dans ces outils. Mais t'es débordé par la prod aujourd'hui ou pas du tout? C'est-à-dire que t'as quand même le temps. Ouais, ça va, j'ai le temps. Ok. J'ai plein de trucs à faire, mais j'arrive quand même à m'organiser. C'est-à-dire que tu factures au bon prix, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que t'as souvent plein d'avocats qui me disent, et je trouve que ça fait peur, ils font pas assez de chiffres, ils sont débordés. Et là, il y a un vrai souci. Non, c'est pas mon cas. Trop bien. Toi, tu fais du coup du pénal des AF. On voulait parler d'un sujet, et l'idée de ce podcast, c'était un peu d'aller le tourner vers ça, sur l'abus de biens social. Est-ce que, je pense que ça va intéresser des confrères dans le sujet, ne serait-ce que pour eux déjà, pour leur culture personnelle, parce que ça fait peur à tout type d'entrepreneur, c'est contrôle fiscal, contrôle URSSAF et abus de biens social. Même si on fait bien les choses, c'est comme quand on a sa carte de bus, qu'on rentre dans le bus, on a peur de l'avoir quand même oublié. Et toi, qu'est-ce que concrètement tu fais pour ces personnes? Tu n'es pas comme un expert comptable, on en parlait justement en off avant. Concrètement, qu'est-ce que c'est un abus de biens social? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter, ou du moins faire attention à ces sujets? Alors déjà, l'abus de biens social, il faut se dire que c'est une infraction particulière liée aux sociétés commerciales. Donc on n'est pas sur une infraction de ce qu'on appelle des infractions de droit commun, type l'escroquerie, l'abus de confiance. Là, l'abus de biens social, ça ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une société commerciale. L'auteur de l'infraction, ça peut être soit un dirigeant de droit, soit un dirigeant de fait, et on se rend compte que souvent c'est des dirigeants de fait en général, parce qu'ils ont mis en dirigeant de droit d'autres personnes. Et donc le dirigeant de fait, c'est la personne qui en fait va prendre toutes les décisions dans l'entreprise, qui va être le dirigeant de l'ombre en gros. Et ensuite il y a les éléments constitutifs de l'infraction, une fois qu'on a posé ce cadre-là, qui sont il faut qu'il y ait un usage abusif. Abusif, usage, ça peut pas dire, ça peut être de l'action et ça peut être de l'abstention. Ça peut être aussi ne pas faire quelque chose. Et donc ça va être par exemple ne pas payer des gens ou ne pas payer des prestats pour se payer soi-même ou des trucs comme ça. Ou ne pas payer ou utiliser. Alors ça sera parce que ne pas payer des prestats et tout, tu peux avoir, ça peut rentrer dedans, mais tu peux avoir d'autres hypothèses aussi. Et donc tu vas faire un usage abusif des biens ou de pouvoir ou du crédit de la société. Par exemple, tu vas utiliser la trésor pour acheter des meubles pour chez toi. Tu vas utiliser ton pouvoir de signer des actes pour donner une garantie à une autre société dans laquelle tu es intéressé. Mais cette autre société n'a absolument aucun lien avec la première société. Donc en fait, ça va être un acte qui va être contraire à l'intérêt de la société. Le truc qui est très classique, mais où en fait ils sont pas très souvent poursuivis, c'est tu vas utiliser le véhicule de la société le week-end. Est-ce que ça finalement, tous ces sujets-là, finalement, tu sais, de petits achats, de petits trucs à la con, est-ce que c'est vraiment sanctionné? C'est ça, moi, la question que je me pose un peu. Dire finalement, tu utilises ton véhicule pro le week-end. Non, c'est pas vraiment. En fait, c'est un peu la masse. Et ça va être la personne que tu as en face. Ça va être la société en elle-même. Est-ce que dans la société, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir un intérêt à aller rechercher si oui ou non tu as commis des abus de biens sociaux? En fait, ça va être là. Et si effectivement, le seul truc qu'on peut trouver, c'est le véhicule de la société que tu utilises le week-end, et clairement, je pense que tout va bien. En revanche, si on se rend compte qu'il y a un certain nombre de petits indices, tu utilises le véhicule de la société le week-end, tu as fortement augmenté ta compagne qui bosse aussi dans la société, ou tu as fortement augmenté ta REM, tu inscris en compte courant d'associé plein de dépenses perso, je sais pas, tu as besoin d'un nouveau canapé pour chez toi et tu le fais, tu vas avoir une facture que tu vas l'inscrire sur un compte courant d'associé comme si la société avait un intérêt envers toi. Et en fait, quand on va prendre la facture derrière, on va se rendre compte que le canapé il est livré chez toi. Et donc ça va pas marcher. Et là, mais en fait, l'abus de biens sociaux, ça va être décelé à partir du moment où quelqu'un a un intérêt à le déceler, parce que si t'es toi seul,
dans la société. Alors oui, tu as le fisc qui Ouais. va venir déceler la chose, mais tu n'auras personne qui va venir contrôler. Bien sûr. Finalement, ton meilleur ami, qui est ton associé de base, sur ces sujets, devient souvent celui qui est auteur du... pas Ouais. auteur de l'abus de bien social, mais auteur pas de la dénonciation, mais qui va aller regarder et qui va t'attaquer pour abus de bien social. Ouais, et souvent on se rend compte que ça va être des associés qui ont des liens particuliers, c'est des amis d'enfance, Ah ouais. ils sont cofondateurs, ils ont monté une boîte ensemble, ou alors c'est un fondateur qui a pris un de ses amis comme dirigeant. Ouais. Et bon, pour plusieurs raisons, ça se passe à terme, au bout de plusieurs années, mal. Ouais. Et là, donc par exemple, le fondateur va aller rechercher, va voir, va se rendre compte qu'en fait, le dirigeant qui est aussi associé à un compte courant d'associé, par exemple, hyper important, qui est assez anormal, qu'il y a des dépenses qui paraissent injustifiées, qu'il est censé être... beaucoup travailler pour la société et être très régulièrement au bureau. Ce qui n'est pas le cas forcément. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc il va y avoir une espèce de forme de détournement du temps de travail aussi que tu peux avoir. Et ça, par exemple, ça va pas rentrer dans les cases de l'abus de bien social, ça sera plutôt sanctionné sur le fondement de l'abus de confiance. Donc il y a une infraction de... mais c'est des choses qu'on voit. Tu vois, la dernière fois, j'avais une société, donc c'est le fondateur qui est venu me voir, il s'est rendu compte de ces histoires de... les ajouts en compte, les lignes en compte courant qui avaient été rajoutées. Et en plus, il s'était rendu compte que son ami d'enfance s'était fait rembourser par anticipation une grosse partie du compte courant. Ok. Donc c'était un peu double peine, quoi. Et qu'est-ce qui risque en face ? C'est des grosses peines ou... Alors la peine encourue, c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Et tu peux avoir des peines complémentaires comme des interdictions de gérer. Mais ça, c'est vraiment les peines max. Ouais. C'est rare en l'occurrence. Ouais, les peines maximum en général, elles sont pas... Et après, il faut savoir que au moment où tu te dis, bon, il y a abus de bien social, tu vas voir ton avocat. L'avocat va analyser le dossier. Parce qu'il arrive souvent qu'on vienne me voir en me disant « Ah, là, il y a plein de faits et tout. » Et en fait, quand on creuse, il peut y avoir des dépenses où c'est pas évident que c'est de l'abus de bien social. Typiquement, payer avec la carte du compte bancaire, c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure, des meubles Ikea. Ouais. Si tu as un local, par exemple, et que tu as besoin de meubler le local, bon, c'est pas... et que c'est livré à l'adresse du local, bon, là, par exemple, il n'y a pas forcément de sujet. Et donc là, moi, je vais aller éplucher les éléments qu'on va venir me donner pour voir si oui ou non on peut considérer qu'il y a de l'abus. Il faut y aller quand même. Finalement, c'est pas 3-4 petites dépenses. Non, et ça après, constitue en fait, rien. Le problème que tu vas avoir, c'est que, et c'est le problème de la procédure pénale, et notamment en matière de pénal des affaires, c'est que ces infractions ne sont pas les infractions prioritaires sur lesquelles les commissariats et tout vont enquêter. Ouais. Parce qu'ils vont se concentrer principalement au départ sur les violences de personnes. Et du coup, ces procédures-là, elles ont tendance à... Je crois que la moyenne entre le dépôt de plainte et la décision du procureur, c'est 8 mois en France. Et en fait, ce type de plainte-là, ça prend des années. Il y a des plaintes que j'ai déposées il y a 2-3 ans et où il n'y a toujours pas de... Putain. Personne n'a été entendu, il ne s'est rien passé. Après, ça dépend un peu des commissariats sur lesquels on tombe, mais quand on arrive à avoir l'identité, le nom du commissariat qui enquête, parce que souvent les parquets donnent pas forcément les infos. Mais donc c'est vrai que c'est pas la priorité, à moins qu'il y ait vraiment... des gros montants en jeu. Ou des et gros... encore, même quand il y a des gros montants en jeu, j'ai un exemple de... C'était une boîte, un dossier sur lequel j'ai bossé, c'était une boîte du CAC 40, qui s'était fait usurper sa marque et l'identité de certains de ses salariés. Et les escrocs avaient vendu un système de financement participatif avec des taux de rendement extrêmement importants. Et cette entreprise se retrouvait... il y en a une période où, je sais pas, toutes les semaines, il y avait une ou deux personnes qui étaient victimes de ces escrocs, qui contactaient la société en disant « Vous m'avez vendu ce financement, je voudrais sortir les fonds, remboursez-moi ». Et les tickets d'entrée, c'était entre 50 et 100 000 €, quoi. On n'était pas sur des petites escroqueries. Il y en avait. Et moi, j'avais fini par aller voir le parquet en disant mais faites quelque chose, quoi. On en est à au troisième complément de plainte. Enquêtez et vite pour essayer de faire cesser l'hémorragie. Et en fait. Et c'est quoi le problème ? C'est pour la justice qui est complètement débordée. Ouais, je pense que c'est qu'ils sont complètement débordés.
parquet. Et du coup... Toi, tu as une idée, alors c'est plus sociétal, là, mais de pourquoi ça se prend à déborder? Est-ce qu'il y a eu énormément de plaintes, ça a été facilité, donc du coup, beaucoup plus de gens portent plainte aujourd'hui, ou à l'inverse, c'est juste que c'est une accumulation et peut-être aussi moins de moyens au fur et à mesure du temps qui a créé un entonnoir. Je pense que t'as beaucoup de plaintes. Et après, je connais pas les chiffres, je suis pas allée voir les chiffres. Et tu as aussi un manque de moyens des parquets. Dans certains dossiers, tu mets même. Moi, j'avais récemment un dossier de viol, donc qui n'est pas mon cœur de métier. Mais c'est une cliente que je suis depuis plusieurs années, donc j'ai fait le dossier avec elle. On a eu 1 an entre la fin de l'enquête et la décision du procureur. Ouais. Et on est sur des faits de viol. Donc, sur les abus de biens sociaux, clairement. Ouais. Après, c'est en pas bas le de la même pile. parquet, etc. Il y a des parquets qui sont plus spécialisés, Mais c'est voilà. C'est intéressant de voir. Et comment, du coup, parce que tu vois, on en parlait on a eu François Mazon qui fait un peu la même chose que toi. Lui, il fait de la formation. Tu vois, nous, accompagner un avocat en droit pénal pour les accompagner sur le développement, c'est entre guillemets facile. On fait du SEO, on fait de la pub, ça cartonne. Il y a tellement de recherches, tellement de demandes que aucun souci pour générer des leads. Après, derrière, c'est autre chose de vendre, etc. Comment tu fais pour faire en pénal des AF? D'ailleurs, on en disait en off, c'est qu'il y a plein de cabinets qui font du pénal des AF, mais en fait, ils font pas du pénal des AF du tout et ils le présentent parce que c'est classe, mais globalement, ils ont pas de dossier. Toi, t'es solo, t'as des dossiers sur ce sujet. Comment tu vas réussir à les trouver? Est-ce que, pour le coup, c'est de la reco pure, c'est de la rencontre, c'est du travail plutôt de terrain? Alors pour l'instant, ça fait 6 mois que je suis lancée, donc pour l'instant c'est les confrères, c'est les confrères principalement, puisque en fait en pénal, tu vas avoir la problématique où tu as souvent plusieurs, maintenant en pénal des AF, mais comme dans les stupes ou comme dans des dossiers assez gros, tu as souvent plein de prévenus, et donc un avocat peut pas s'occuper de défendre les intérêts de plusieurs prévenus, donc tu vas être conflicté, donc tu vas devoir constituer une équipe d'avocats. Une personne, un avocat, obligatoirement? Non, pas forcément, ça dépend. Ça dépend s'il y a un risque de conflit d'intérêts à terme dans la stratégie de défense. Okay. Et puis après, facialement, c'est souvent bien d'avoir une personne, un avocat. Mais je dirais que ça dépend des dossiers. Mais à partir du moment où tu n'as pas les mêmes intérêts, c'est forcément une personne. Ok, donc il y a un vrai enjeu de confraternité. Donc tu as un vrai enjeu de confraternité parce que dans cette typologie de dossier, il faut constituer des équipes d'avocats et c'est pas des équipes de 1-2, ça peut être des grosses équipes où il va te falloir 8 avocats. Mais un peu comme une espèce de, alors je sais pas, mais un licenciement de masse ou des trucs comme ça où il y a besoin d'avoir plein de gens sur la place ou alors une grosse procédure collective ou un gros, un peu dans la même dynamique quoi. Il faut plein d'avocats parce qu'il y a plein d'enjeux différents. Procédure collective, je ne maîtrise pas, mais non, mais dans l'idée, c'est vrai que et là tu vois, moi du coup. L'affaire Casino, c'était 10 000 quoi. Je sais pas combien d'avocats il y avait, tous les cabinets de la place. Et du coup, là, moi, par exemple, j'ai mon dossier, notamment ce dossier-là qui est l'international. Du coup, j'ai des confrères en France. C'est comme ça que j'ai été recommandée pour ce dossier-là. Et à côté de ça, ensuite, on est en train de constituer une équipe locale de confrères pénalistes pour que chacun ait un confrère. Et l'intérêt aussi, c'est que quand on choisit des confrères avec lesquels on s'entend bien, on sait que la stratégie de défense, elle va être commune. À la mesure du possible, bien évidemment, parce qu'on sert les intérêts du client. Mais c'est quand même vachement plus sympa de travailler avec des avocats avec qui on s'entend bien et on sait que c'est fluide, plutôt que de se retrouver sur des dossiers avec des confrères qui sont en lesquels on a moins confiance. Quoi. Non, mais c'est parce que tu vois, alors, preuve que je dis parfois de la merde, mais j'ai tendance à dire, allez, pas toujours, tous les avocats vont sauter sur leurs confrères pour faire de la prescription, etc. Et tu vois, par exemple, en corporate, c'est souvent assez difficile, je trouve, les fiscalistes prennent un peu le corpo, le corpo prend un peu le fiscal, finalement ils s'envoient pas les dossiers parce que, à moins qu'ils soient dans l'opulence. Mais globalement, la plupart des avocats sont pas non plus dans l'opulence. Mais là, en l'occurrence, dans ce cadre-là, ça cartonne bien. Donc c'est intéressant d'aller tirer le fil. Et donc pour l'avocat qui souhaite vraiment tirer cette dynamique-là, d'aller déjeuner avec du beau monde, rencontrer des gens. Je pense que c'est vraiment... Toi, tu as l'ACE en plus Ouais, je fais l'ACE. Alors je suis rentrée il y a pas très longtemps. Ouais. Je suis pas encore très investie dedans. Chaque chose en son temps. Je peux pas être sur tous les fronts là. Mais je suis à l'ACE et là je viens de rejoindre un BNI. Ouais.
sur, je sais plus quel... À Beaugrenelle, Ouais. C'est un groupe qui est en train de se créer, pareil, pour faire du Rencontrer des dirigeants. rencontrer des gens, des dirigeants, des entrepreneurs. Et tu vas rester focus sur le droit des AF, pénal des AF, pardon, ou tu ouvres toi, ton positionnement là, l'idée, c'est quand même de rester bien focus. Moi, c'est de rester focus sur le pénal des AF parce que après toutes ces années à tester différentes matières entre le commercial et tout, moi, en fait, les dossiers que je préfère et que je trouve le plus intéressant, les plus passionnants, c'est le pénal des AF. Ouais. Et tu as fait des trucs un peu, je sais pas, des perquises dans les entreprises, enfin, tu as vécu ce type de... Alors, je l'ai vécu, quand on est collab, c'est pas nous qu'on envoie à la défense en cas où. C'est l'associé qui va aller à la perquisition plutôt. Et en revanche, le travail d'après, où il faut analyser toute la donnée, donner les bonnes recommandations, ça oui. Et après, moi, mes clients, quand j'estime qu'il y a un risque de perquisition, je les prépare à ce risque-là pour que ce soit anticipé, maîtrisé et pour pas qu'ils se retrouvent seuls, quoi. Parce que c'est super important d'avoir en amont les bonnes clés et savoir mais c'est un peu comme les auditions, savoir que quand la perquisition est finie, qu'ils referment tout et qu'ils vous posent et que les policiers vous posent 2-3 questions à la fin sur un ton sympa, parce qu'en général ils sont sympas, c'est là où il faut pas se faire avoir, quoi. C'est là où il faut pas et dire, justement sur le volet un peu alors médiatisation, etc. Alors c'est pas le fait que les policiers te parlent, mais globalement le fait tout à l'heure tu disais de faire les choses de manière un peu feutrée. Comment t'accompagnes tes clients pour leur dire, voilà, entre guillemets, sur leur communication de crise? Ouais, alors ça, on peut faire appel à des agences de communication de crise. Ouais. Et après, de toute façon, on prépare. Et qu'est-ce qu'ils leur disent à part leur dire fermez vos gueules? Non, ça dépend. Ouais. Et après, tu vois, tu prépares les éléments de langage. Et quand tu sais que t'es. Enfin, moi, j'ai eu des dossiers médiatisés comme ça quand j'étais collab. On se met tous autour de la table. Et quand on attend une décision de justice, par exemple, sur un dossier médiatique, on va tous réfléchir aux éléments de langage, à la com, bonne décision, mauvaise décision, qu'est-ce qu'on met, comment on l'écrit, comment on tourne la chose. Et ça, ça fait partie du travail de l'avocat pénaliste, qui est aussi de protéger la réputation de l'entreprise, parce que dans ces dossiers-là, le risque, il y a le risque pénal qui est certain, mais le risque réputationnel est parfois presque plus important que le risque pénal. Surtout en France, où dès qu'on fait un pas de travers, on prend une tatane. Et en fait, après, d'aller récupérer la réputation de l'entreprise quand elle a été mise à mal, bien sûr. C'est super dur. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper en amont le plus possible les éléments de langage. Donc, vous préférez les scénarios en fonction de... Oui, exactement. On prépare des scénarios, très bonne décision, mauvaise décision, bon... Et comment on présente ça. Et en fait, comme ça fait que donc, on va à l'audience, où on a le délibéré, parce qu'en général, dans ce type d'affaires, les délibérés, ils sont pas rendus le jour de l'audience, ils sont rendus à une audience postérieure plusieurs semaines après. Et donc, quand on va à l'audience, qu'on a le délibéré, et que dans la salle, il y a les journalistes qui prennent aussi le délibéré, qui, eux, vont faire leur papier, nous, on est capable de communiquer aussi, le client est capable de communiquer aussi très vite à la suite des délibérés, parce que s'il fallait préparer les communiqués de presse au moment où on avait le délibéré, on ne serait pas capable d'être hyper réactif, quoi. Trop bien. Et tu as déjà vu des confrères, enfin, tu n'as jamais accompagné de cabinets qui explosent et avec des sujets comme ça, mais j'imagine que ça arrive. Des cabinets d'avocats ou des... Ah oui, ça doit arriver, non, j'ai jamais eu de... C'est peut-être des avocats dédiés aux avocats qui gèrent ça. Mais à mon avis, ça doit arriver, tu vois. Ça, oui, c'est sûr. C'était l'idée de se dire, ok, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place, à quoi on doit faire attention, quels sont les réflexes un peu, mais j'imagine que c'est vite contacter quelqu'un, ne pas communiquer rapidement, ou de bien réfléchir, documenter au maximum des éléments. Il faut bien peser le pour et le contre de ce qu'on va utiliser, parce que de temps en temps on a envie de communiquer. Déjà, communiquer à chaud en général, c'est mauvais. Et parce qu'on va avoir envie de dire des choses qu'on peut regretter derrière ou qui vont pas servir la réputation de l'entreprise. Et dans ce cas-là, et faire appel à des conseils spécialisés en com ou les avocats pour justement anticiper ce risque-là et le maîtriser. Ouais, trop bien. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus de manière un peu en public, avec toutes les boîtes d'influenceurs, de youtubeurs, etc., qui commencent à créer leur boîte. Ça explose.
ils se tapent la gueule sur Internet, mais c'est des cas typiques après derrière, ouais, lui il a utilisé l'argent de la boîte, machin, ils se font ça sur YouTube, ça n'a aucun sens. Mais c'est des bons exemples, j'imagine, enfin, les gens commencent à voir ce que c'est pour de vrai, quoi. Comprendre que l'associé, c'est un associé, qu'il faut faire très attention, il faut documenter les choses, mais finalement, tu donnes un peu les mêmes conseils qu'un expert comptable qui va être de dire rester dans les clous. Rester dans les clous parce que c'est le seul moyen de limiter au maximum son risque. Après, même en restant dans les clous, on peut avoir un contrôle fiscal ou autre, où on peut aussi être tout à fait dans les clous et avoir quelqu'un qui vous veut du mal, entre guillemets, et qui dépose une plainte contre vous qui est complètement... qui paraît fondée quand on lit la plainte et qui, en fait, quand on va creuser dans les pièces, est complètement infondée. Et c'est aussi des hypothèses qui arrivent. Et tu vois des boîtes couler pour ça, ou ça t'est déjà arrivé, ou des boîtes qui... Après, qui je pense que ça dépend de la taille de la boîte, de comment elle est capable de réagir face à ça. Couler pour avoir une plainte, entre guillemets, abusive contre soi. Je pense pas. Après, il faut avoir aussi les moyens de se défendre. Mais je pense que ça va de là à faire couler la boîte, je pense pas. Ok, trop bien. Qu'est-ce que toi, c'est quoi un petit peu des ambitions sur le cabinet ? Est-ce que tu as envie d'ouvrir à d'autres associés, des collaborateurs, recruter dans les années qui arrivent ? Qu'est-ce que tu envisages ? Alors, m'associer, je sais pas, on verra. Ça dépend l'opportunité. Des opportunités, des rencontres qu'il peut y avoir. Après, je pense qu'on n'est pas forcément obligé non plus d'être associé, mais on peut bosser de manière très régulière avec des confrères. Et moi, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Et recruter, je pense que dans pas très longtemps, je vais pas avoir le choix. Donc, tu as collab ou stagiaire plutôt? Je sais pas, je pense que là pour l'instant, ça fait que 6 mois, donc il faut aussi que je fasse un atterrissage et que je vois en termes de trésorerie comment ça peut fonctionner. Et aussi avoir si j'ai un stagiaire ou un collab, j'ai envie de le former. Ça demande aussi d'être présent et de l'accompagner pour le former. Donc j'envisage pas de prendre un stagiaire ou un collab si je suis pas un minimum dispo aussi pour le faire grandir lui. Donc courant 2026, tu vas poser les chiffres, tu vas tirer un peu. Je pense que courant 2026. Profiter des vacances pour. Je pense que courant 2026 c'est possible. Trop bien, mais c'est trop bon. Et trop content Agathe de t'avoir eu. Franchement, allez prendre un verre à l'occasion avec Agathe pour bosser avec elle. Et j'ai l'impression que tu as l'aura qui attire les gens vers toi, et donc de fait ça ne peut que fonctionner dans ces moments-là. Donc, et on en parlait avec pas mal d'avocats, de dire il y en a que ça cartonne et ils sont présents, ils sont là aux événements, etc. Mais globalement tu les vois, ça marche et ça a l'air de se faire naturellement, même si c'est beaucoup de travail en réalité derrière que les gens voient pas. Et donc bravo, et puis merci pour ta confiance sur le site internet, ça a été un plaisir de t'accompagner. Allez voir si vous n'avez pas vu, il est très beau. Et puis on se refait ça dans 5 ans quand tu as une équipe de fous. Ça marche. Merci à toi. Merci beaucoup.